Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, devant une audience très impressionnante. Bravo, merci à la Banque cantonale de Genève de la qualité de cette journée. Bravo pour ce succès. J'imagine que si on m'a mis à la fin de la matinée, c'est pour faire un petit peu un wrap-up de tout ça, hein, un petit peu de placer en chiffres ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire une politique énergétique, c'est-à-dire des contraintes légales sur lesquelles je reviendrai également brièvement. Sur un sujet effectivement qui est brûlant, ce n'est pas un jeu de mots, hein, et qui occupe tous les conseils d'administration, toutes les fondations, toutes les collectivités publiques, tous les gens qui sont actifs dans l'immobilier, qui en achètent, qui vendent, qui aussi gèrent nos retraites, etc. Je crois qu'actuellement, ils n'avaient pas vraiment besoin de ça non plus, il faut le dire, parce que les temps sont déjà assez compliqués. Hein, on a des coûts de construction qui augmentent, on a un coût de la dette qui augmente, on a différents éléments qui déjà venait rompre un petit peu, je dirais, ce long fleuve tranquille qui était, non, je rigole un petit peu, mais qui était la gestion d'un portefeuille immobilier. Et voilà qu'on doit composer maintenant avec un impératif, hein, qui est celui de rénover un parc immobilier. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un peu, on pouvait le faire, hein, si on avait envie, plutôt une question d'image aussi, il faut le dire, alors que maintenant, il faut le faire. Et tout à coup, on se retrouve devant une obligation de devoir prendre des décisions sur une stratégie. Il faut faire évaluer tous ces immeubles, déterminer l'étiquette énergétique, tout l'IDC si on est à Genève, déterminer quels travaux il faut faire, déterminer le planning, qui est dicté également par les contraintes qu'on a déjà évoquées en partie ce matin, et donc faire une feuille de route, et savoir aussi combien ça va coûter. Et à la fin, parce que c'est toujours la question qu'on nous pose, nous autres experts en estimation immobilière qui évaluons tous ces fonds, c'est dire à la fin combien ça vaut. Hein, est-ce qu'il y a un impact positif, négatif pour moi? Est-ce que la valeur de mon immeuble elle va être impactée? Si oui, à la hausse ou à la baisse? C'est ce que j'ai modestement aujourd'hui pour mission de faire. Voilà. Alors, mon intervention, elle se décline en trois petites parties. Hein. Pardon, on va penser un peu vite. Voilà. Déjà, la valeur vénale des immeubles, qu'est-ce que c'est qu'une valeur vénale? Qu'est-ce que c'est cette valeur qu'on demande aux experts de calculer dans le cadre des fonds de placement, hein, parce que la plupart sont soumis à une autorité de surveillance. On ne peut pas expertiser les biens par une méthode qu'on souhaite. On est obligé d'utiliser une certaine méthode que je vais vous montrer. Les rénovations à plus-value, déjà Maître Bélanger l'a évoqué très largement tout à l'heure, merci, c'était extrêmement précis, beaucoup plus que je ne saurais le faire. Je vais quand même revenir sur deux, trois éléments. Et pour terminer, l'impact sur la valeur. Hein, franchement, une fois qu'on aura mis tout ça ensemble, on va regarder ensemble, on va échanger, hein, ensuite à la table ronde, voir vraiment, une fois qu'on a mis les chiffres bout à bout, à quel résultat on arrive. D'accord? Donc ça, je me réjouis d'arriver d'ici une demi-heure avec vous. Donc c'est vrai que pour arriver au point 3, il faut d'abord que je puisse vous donner quelques informations sur la manière dont on évalue des immeubles. Hein, un petit peu, alors on ne va pas faire de vous des experts, mais juste vous expliquer un petit peu nos processus, nos méthodologies de calcul, pour qu'à la fin, vous puissiez regarder un peu ce tableau DCF de manière tout à fait transparente et critique. D'accord? Alors, dans un premier temps, on a déjà, nous autres, ma corporation, j'ai d'ailleurs vu pas mal de mes confrères dans l'audience aujourd'hui, on navigue dans un cadre, lorsqu'on travaille pour des fonds de placement immobilier, qui sont soumis à la surveillance de la FINMA notamment, dans un cadre bien strict. Okay, on ne va pas expertiser des immeubles par le biais d'une méthodologie qui ne s'y prêterait pas. Donc déjà, on a sur la loi sur l'ordonnance sur les placements collectifs qui dit que les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune, donc valeur vénale. C'est déjà la première définition. Pour trouver ce que c'est qu'une valeur vénale, on a plusieurs documents, plusieurs normes sur lesquelles se reposer. C'est vrai que si la Suisse a été très longtemps, moi je fais un métier un petit peu neuf, le métier d'expert en estimation immobilière, ça fait une vingtaine d'années qu'il s'est développé en Suisse et que maintenant il fait l'objet vraiment d'une spécialisation, d'un métier, d'un brevet fédéral, etc. Auparavant c'était un petit peu plus aléatoire. Donc maintenant la Suisse, depuis de nombreuses années, s'est un peu soumise avec bonne volonté, aux normes internationales, aux normes nationales, etc. Donc, on a toute une série de normes. La première, c'est les International Valuation Standards, hein, c'est les normes internationales d'évaluation qui disent que c'est qu'une valeur vénale. On a le RICS aussi, qui est un organisme normatif, on va dire anglo-saxon, qui est très répandu dans le monde, également en Suisse, qui lui aussi se repose sur les IVS. On a l'association des estimateurs européens, des TEGOVA aussi, hein, qui se repose. Il faut bien comprendre que toutes ces normes, en fait, vous pourrez toutes les réunir en une, elles disent toutes la même chose. Hein, donc il n'y a pas de différence entre elles.
Et depuis peu aussi, depuis une dizaine d'années, un ouvrage de référence pour les experts en Suisse, qui sont les Swiss Valuation Standards, qui sont édités en 3 langues, et qui disent, c'est un petit peu la Bible des experts pour dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit d'intérêts, et de quelle manière on va expertiser les immeubles aussi. Donc là, la définition de la valeur vénale, telle qu'elle est présentée au niveau européen et mondial, donc la valeur de marché, valeur vénale, valeur de marché, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence, c'est le prix auquel des actifs doivent pouvoir s'échanger à une certaine date entre un vendeur et un acheteur consentant, donc on exclut tout ce qui est vente forcée et autres, après des actions de commercialisation appropriées, donc avec un temps assez grand de mise sur le marché, entre 3 et 6 mois, dans le cadre d'une transaction effectuée dans une concurrence normale et où chacun agit en toute connaissance de cause et de manière prudente. Alors ça, parfois la prudence, elle est toute relative, et sans contrainte. D'accord ? Alors ça, c'est la définition de la valeur vénale, et c'est celle qu'on doit fournir, et c'est celle qu'on va calculer. La FINMA, en Suisse, Swiss Banking, aussi établit des directives très claires sur la manière dont doivent être expertisés les objets immobiliers en Suisse, donc notamment la directive sur les crédits garantis par gage immobilier, donc qui sont reconnus par la FINMA comme un standard prudentiel minimal. Donc la valeur de nantissement se détermine au regard de la valeur de rendement. Okay ? Ça semble à peu près logique, objet de rendement, valeur de rendement, on a un revenu, on a un taux, ça donne la valeur de l'immeuble, ça s'est fait un tout petit peu vite, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc la valeur d'un immeuble, c'est le revenu locatif qui est capitalisé, durablement réalisable à l'avenir. Alors déjà une notion là qui est introduite, parce que elle guide déjà vers une certaine méthodologie qu'on verra tout à l'heure. Donc elle correspond à la somme de tous les revenus locatifs futurs qui sont actualisés à la valeur d'aujourd'hui. C'est un petit peu technique, mais ça veut dire que je vais devoir me projeter sur ce que va pouvoir fournir l'immeuble en termes de revenus, en termes de charges aussi, ce que je vais devoir payer, pas seulement sur ce qu'il a fait les années précédentes, mais surtout sur ce qu'on pense qu'il va devenir. Et c'est là que ça devient très, très intéressant, notamment dans ce cas de figure où on a des travaux de rénovation à faire, parce qu'on va voir qu'on va devoir placer à intervalles réguliers des petits travaux, énergétiques ou pas, dans une espèce d'échelle temporelle pour pouvoir ramener ça à la valeur d'aujourd'hui, pour dire quelle est la valeur aujourd'hui. Vous allez voir. On a aussi l'Asset Management Association, l'ASMA, qui dit que la détermination de la valeur vénale des immeubles doit être effectuée en recourant à une méthode dynamique de la valeur de rendement. Là, c'est absolument clair. Ce n'est pas une rendement statique, c'est une valeur de rendement qui va devoir inclure toutes les perspectives futures. Je vous la fais un petit peu courte, mais pour comprendre un petit peu comment fonctionne la méthodologie de calcul par la suite, il faut déjà comprendre comment on détermine, on va dire de manière très très rapide, la valeur d'un actif immobilier. Là, je suis sur un immeuble de rendement tout à fait classique. Okay. C'est assez simple. On part d'un revenu locatif, on déduit des charges d'exploitation, donc la conciergerie, l'eau, l'électricité, les honoraires de gérance, etc. On déduit des frais d'entretien courant, donc là c'est des menus travaux, ce n'est pas du tout les travaux énergétiques tels qu'on va les envisager tout à l'heure, c'est une porte qui coince, etc. On va inclure une provision pour travaux lourds, ce qu'on appelle un CAPEX en anglais aussi. Donc ça c'est des travaux, c'est une espèce d'enveloppe qui va être mise chaque année dans une espèce de fonds, à l'instar d'un fonds de rénovation de PP par exemple, pour pouvoir faire face aux travaux lourds. Alors ça on pourrait imaginer qu'une partie des travaux énergétiques se trouverait là-dedans, et c'est là qu'on les met aujourd'hui. On sait qu'on va devoir faire face à des travaux un petit peu extraordinaires, ponctuels, mais extraordinaires, et il va falloir bien les comptabiliser quelque part. On va enlever un petit peu de vacances structurelles. On arrive avec un revenu net, on a un taux d'escompte. Alors le taux d'escompte, c'est selon le marché, selon l'immeuble, selon l'affectation de l'immeuble, selon son état, etc., selon l'appétit qu'on a, selon la propension au risque que j'ai, selon les velléités que j'ai de faire l'affaire ou pas. Lorsque vous vous amusez un petit peu à utiliser ces chiffres, vous allez voir que c'est ce taux d'escompte qui fait la valeur de l'immeuble. C'est toujours, entre experts, on sera toujours d'accord sur les charges, toujours d'accord sur les frais d'entretien, toujours d'accord sur les CAPEX, mais ce qui va faire de la valeur, c'est le taux d'escompte. Alors, on peut être plus ou moins agressif, etc., comme je l'ai évoqué. On obtient une valeur de rendement et on déduit la vétusté. Alors la vétusté, c'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, on avait une vétusté qui était assez facile à déterminer. On voyait le vieillissement du bâtiment, on disait qu'il y avait des appartements à rénover, on avait des façades à faire éventuellement, un coup de peinture ou autre. Sauf que maintenant, on a une espèce de vétusté, comment l'appeler, réglementaire, juridique, qui vient s'ajouter, qui n'est pas de la vétusté.
hein. Ça change un tout petit peu notre scope. Ce n'est pas de la vétusté, c'est une obligation de faire des travaux. Hein, on ne va pas rattraper l'âge du bâtiment, on va améliorer sa substance par l'isolation de façade, par le remplacement de fenêtres qui, eux, sont forcément à faire à intervalles réguliers. On va poser des panneaux solaires pour venir alimenter éventuellement une pompe à chaleur, etc. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté pour nous, c'est qu'on a tous ces travaux-là qu'on va devoir glisser dans la vétusté de l'immeuble pour pouvoir les traiter et permettre ainsi à ceux qui vont faire des projections de pouvoir le faire de manière assez juste. Okay, ça veut dire aussi que nous autres experts, on n'a pas été très bien formés non plus pour évaluer des rénovations énergétiques. Ce n'est pas facile. Hein. Maintenant, il y a des organismes, des entreprises spécialisées qui font ça très bien. Et on commence, soit au sein de nos entreprises, à avoir des spécialistes en énergie qui chiffrent les travaux énergétiques, ou alors on travaille en collaboration avec des entreprises qui font ça très bien. Et ensuite, on a cette fameuse répercussion des travaux que Maître Bélanger a effleuré aussi tout à l'heure, puisque ces travaux qui créent de la plus-value, au sens de l'article 14 au BLF, vont pouvoir être répercutés sur les loyers. Et on trouve la valeur vénale. Alors, si je prends un petit calcul très simple de ce que ça représente en chiffres, imaginons que j'ai un revenu locatif de 500 000 francs, que je paye annuellement en moyenne 50 000 francs de charges d'exploitation, donc le concierge, ma gérance, etc., que je paye environ 30 000 francs de petits travaux d'entretien, que j'ai une provision pour travaux lourds, alors ça se calcule, mais je vous dispenserai du calcul, de 40 000 francs, et petite vacances, que j'ai toujours un petit peu, j'ai un revenu locatif de 375 000 francs, que je divise par 3,2, et je trouve la valeur de l'immeuble. C'est facile, mon métier, c'est génial, c'est simple, d'accord? Je plaisante. 11 700 000, je dois déduire le coût des travaux et de la vétusté énergétique, pour ensuite trouver quel est éventuellement, un calcul à faire séparément, l'impact que ça peut avoir ensuite sur la valeur de mon immeuble par le biais d'une augmentation du revenu locatif. Alors, c'est assez aléatoire. Hein. J'ai mis 2 millions de travaux, j'ai mis 1,9 million de répercussions. Forcément que ça dépend de la situation de l'immeuble, du niveau de loyer. Hein, je veux dire, si j'ai des loyers qui sont déjà au taquet, ça ne sert à rien que je monte mes loyers. Les gens vont partir ailleurs. Hein. Je vais créer de la vacance. Donc, ce n'est pas utile. Donc, ça, c'est un calcul vraiment à faire spécifiquement, avec pragmatisme, avec beaucoup en étant assez conservateur quand même. Hein. Et je trouve la valeur, finalement, auquel on pense légitimement que cet immeuble pourrait trouver preneur. Hein. Donc, voilà, ça semble assez simple, d'une manière forcément simplifiée. Je m'excuse auprès de mes confrères dans la salle, j'ai un petit peu simplifié la chose, mais de manière à pouvoir rendre ça de manière assez intelligible. Ça, c'est une valeur de rendement statique. Okay, c'est quelque chose que je n'ai pas le droit d'utiliser pour faire des valeurs de rendement, des valeurs vénales d'immeubles dans le cadre de fonds de placement immobilier, etc. Ça, je ne peux pas faire. Mais ça, c'était nécessaire pour vous pour comprendre comment ça fonctionne, parce que j'ai exactement les mêmes marqueurs, on va dire, dans la méthode qui est imposée, qui est la méthode DCF. Alors, DCF, c'est une méthode, enfin, c'est déjà un nom un tout petit peu barbare, Discounted Cash Flow, qui consiste effectivement à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je pense que mes loyers vont augmenter? Est-ce que mon concierge, je vais lui raboter un petit peu de son salaire pour améliorer la rentabilité de mon immeuble? Quelle est ma vision aussi de l'économie? Est-ce que je pense que les taux vont plutôt monter? Est-ce qu'ils vont plutôt baisser? Ça, c'est toutes des questions que vous devez vous poser, qu'on doit se poser. Alors, on n'a pas la boule de cristal, on lit beaucoup, on s'informe beaucoup aussi sur ce qu'on pense de l'économie, etc. Sans vouloir faire un cours, vous voyez que ce tableau il est un petit peu barbare. Bon, nous sommes à peu près tous des professionnels de l'immobilier dans cette salle, pas tous. Ce qu'il faut retenir de cette valeur, vous voyez qu'ici, on va projeter des flux sur les années à venir. Hein. Ici, par exemple, j'ai fait une DCF sur 10 ans. Hein. On projette des flux dans l'avenir en spéculant de l'inflation, en spéculant sur une évolution de charge, etc., en spéculant sur des taux, hein, autant pendant la durée d'observation qu'au moment de la revente de l'immeuble, parce que l'essence même de cette méthode, intellectuellement, c'est de se dire j'achète un immeuble aujourd'hui, à quel prix, ça c'est ce que je dois déterminer, je l'exploite pendant 10 ans et je le revends. Ça, c'est le principe même de la méthode DCF. On peut ensuite en faire plein d'autres usages, mais l'essence, elle est là. Et là où on voit que c'est très, très intéressant, hein, parce que cette méthode, elle a quelques défauts, mais elle a aussi pas mal de qualités, c'est de voir que temporellement, comme ça, on va commencer à pouvoir mettre des travaux, hein, des rénovations d'appartements,
des rénovations de façade, des poses de trucs, de cellules photovoltaïques, etc. Et on voit que ça a un impact forcément sur la trésorerie. Hein. Chaque fois que je fais des travaux, ça impacte la trésorerie de l'année en cours. Donc, je dois me poser la question si finalement, ils sont judicieux d'être placés à cet endroit-là, s'ils doivent être plutôt placés ailleurs, etc. Et tous ces éléments que je vais intégrer finalement dans la temporalité, je vais les ramener à la valeur d'aujourd'hui. Hein, voilà. On actualise les flux pour trouver à quel prix je devrais payer l'immeuble aujourd'hui en fonction de tous les revenus futurs et de tous les travaux futurs auxquels je vais devoir faire face. D'accord ? C'est une mission assez compliquée, hein, on a plusieurs incertitudes. On va utiliser pas mal on va se poser pas mal de questions. On travaille souvent en corrélation avec le propriétaire de l'immeuble ou la personne intéressée, parce que cette méthode, c'est une question de scénario. Hein, quand est-ce que tu prévois de faire tes travaux de fenêtre? Quand est-ce que tu veux rénover ta façade? Est-ce que tu veux faire d'autres choses, okay? Et quel est le prix que toi, tu peux mettre, ou tu veux mettre, hein, pour cet immeuble, compte tenu de toi, ce que tu penses aussi. Donc ça, c'est un travail assez intéressant. Donc là, par exemple, on a cette somme de cash flow, etc. On aboutit à une valeur de 12 millions, c'était juste pour l'exemple. Les travaux à plus-value, hein, Maître Bélanger les a évoqués tout à l'heure, parce que forcément que ça fait partie du calcul. Hein, le propriétaire il va vous dire « Ah, ben, c'est sympa, je veux faire des travaux, ça me rapporte quoi, hein, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça a comme impact sur le revenu locatif? Est-ce que je vais pouvoir les répercuter, hausser les loyers, etc. » Donc on a vu la politique énergétique du canton de Genève. On a ici une petite correspondance que je trouve très intéressante. Hein, on a les classes ESCB, hein, de A à G, avec les références en kilowatts par mètre carré l'an ou en mégajoules par mètre carré l'an. L'objectif, c'est d'arriver en D. Okay. Ce qu'on peut voir, et c'est assez rassurant sur les portefeuilles qu'on traite, on traite quand même plusieurs centaines, voire des milliers d'immeubles chaque année, on voit que les portefeuilles, généralement, se situent en D, déjà. Hein, en termes d'IDC, on est plutôt bon. Là où ça va moins bien, c'est forcément la consommation de CO2. Hein, c'est ça qu'il faut réduire. Et on voit la politique avec forcément un accent mis les premières années sur les passoires énergétiques. Alors dans les fonds de placement immobilier, dans les caisses de pension, il y en a assez peu. Hein, forcément, c'est des sociétés qui travaillent avec de l'argent, qui ont l'habitude, qui sont structurées, qui ont des professionnels, et on maintient les immeubles dans un état plus ou moins bon. On remplace les fenêtres quand il faut, on remplace la chaudière par quelque chose de plus efficient lorsque c'est le cas, etc. Donc, au niveau de cette classe énergétique, on va dire que ce n'est pas là que se situe le problème, mais effectivement, pour tous ces immeubles qui vont être en EFG, les ramener à du 450 mégajoules en 2035 sera un impératif. Et ça passe forcément par l'isolation des façades. Okay, alors on parlait tout à l'heure aussi des grands défis que ça va générer, tous ces travaux. Imaginez qu'on va faire, alors Madame Savary, corrigez-moi, mais j'ai lu qu'à peu près 60 à 65% des immeubles devaient être rénovés. Ah, j'ai lu ça dans un article. Ok, alors pour ceux qui sont derrière, 60% des immeubles sont au-dessus de 450, donc devraient être assainis. Ok. Imaginez le nombre d'immeubles, quoi. C'est monstrueux. Hein, et tout ça à faire en 27 ans. En 27 ans, et 27 ans, ça peut paraître loin, hein, mais c'est même pas un cycle immobilier. Hein. Un cycle immobilier, c'est 25-30 ans, quoi. Hein. On va devoir rénover 60% des immeubles en un cycle immobilier, ça c'est jamais vu. Okay, je pense qu'on a à faire face aujourd'hui à l'un des plus gros défis de rénovation qu'on ait connu. Hein. On ne se rend peut-être pas compte de ce qui nous attend. Sans vouloir se projeter, mais est-ce qu'on aura assez d'entreprises d'échafaudage pour monter toutes ces isolations, hein, tout bêtement, hein, je veux dire, est-ce qu'on aura assez de matières premières? À quel coût elles seront, hein, comme l'a relevé M. Bélanger tout à l'heure? Plein de défis et de la main-d'œuvre, forcément. Hein? Qui va venir poser toutes ces choses, hein? Voilà, ça c'est un débat qu'on pourra avoir autour de la table ronde tout à l'heure, mais je discutais encore hier avec quelqu'un de la Société des entrepreneurs vaudois, excusez-moi, je suis vaudois, ça arrive dans les meilleures familles. Il me disait, on a ouvert une filière CFC solaire, hein, parce que pour anticiper la pose des panneaux, former des spécialistes, etc., nombre d'inscriptions, 0. Zut, il faudra aller chercher les compétences ailleurs.
Hein, ou alors, c'est vrai que les jeunes, nos jeunes, on ne va pas les battre, mais sont tous très intéressés, c'est très bien, sur une évolution positive du climat, mais ils sont assez peu à vouloir aller à isoler des façades et poser des panneaux photovoltaïques. Ce sera un vrai défi. Bref, ça c'est pour la petite discussion de tout à l'heure peut-être. Pardon. Ensuite, le calcul de l'IDC, vous l'avez à Genève. Okay, je crois que l'IDC, c'est une spécialité genevoise. Je crois qu'il y a ça nulle part ailleurs. Oui, c'est un peu les Corses de la Suisse, n'est-ce pas? Un petit peu. Okay. On aime bien faire un petit peu différemment. Cette IDC se calcule de manière assez simple. On va multiplier les kilowatts de chauffage, enfin additionner le kilowatt de chauffage à ceux de la production d'eau chaude, et on va diviser ça par le nombre de mètres carrés de chauffés, ça donne l'IDC. Je fais ça un petit peu court. Des travaux ponctuels, donc on peut en faire, bien évidemment, que ce soit isoler des murs, remplacer des fenêtres, qui était déjà se faire une obligation déjà en 2016 à Genève pour le vitrage simple. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait fait. Je me promène un petit peu à Genève, occasionnellement, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de boulot. Je pense qu'il y a pas mal de dérogations aussi, peut-être, des bâtiments qui sont classés monuments historiques et autres. Bref, il y a encore du boulot. Cette fois-ci, ils vont avoir l'obligation, rassurez-moi. Ils vont devoir le faire. Je pense que c'est bon. On a une possibilité d'isoler la toiture, isolation de sous-sol, changement du vecteur énergétique, les chaudières, etc. Changer la ventilation, faire du double flux au lieu du flux simple, etc. Et bien évidemment, tout ce qui est installation de travaux, installation de panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques. Est-ce que ça, c'est des travaux à plus-value? OK? Question primordiale, on y a déjà répondu tout à l'heure. Je rappelle quand même quelques principes. C'est vrai qu'on a cette OBLF 14 qui nous dit effectivement que ça doit créer une plus-value. Okay, en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, souvent, le bailleur, il entreprend des travaux de manière assez lourde. Et faire la distinction entre ce qui est plus-value et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas toujours simple. On doit souvent discuter, avec la STOCA notamment, si on va revendiquer une hausse, de savoir si finalement on admet que c'en est ou pas. Dans son arrêt de principe, Frashbou, un ATF assez célèbre, en tout cas pour les gestionnaires d'immeubles, puisqu'il va dicter de quelle manière on va pouvoir répercuter les loyers, les travaux à plus-value sur les loyers. Le tribunal fédéral, il a considéré que des réparations importantes, il fallait comprendre que c'était des travaux extraordinaires qui dépassaient manifestement l'entretien normal de la chose et qui concernent simultanément plusieurs parties essentielles de l'immeuble et dont le coût est très élevé par rapport à la valeur de l'immeuble et à son revenu. Donc voilà, vous voyez que cette définition elle est assez large, elle permet plusieurs interprétations. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir monter les loyers tel qu'on le souhaiterait. Ensuite, ça c'était le droit du bail. Et si on a la LTR, qui là aussi est une spécialité genevoise, je vous rassure, sur Vaud, on a fait presque pire. Okay, vous nous avez inspiré, merci. Où on dit effectivement, et c'est un petit peu plus coercitif, on va dire ça, que le droit du bail. Donc on peut répercuter forcément tout ce qui est énergétique, tout ce qui vise à réduire les pertes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, les émissions des installations techniques, les énergies renouvelables, etc. Et on dit donc dans le règlement qu'on peut répercuter 50% du coût total des travaux d'amélioration énergétique, mais, et c'est là qu'on a cette cautèle très embêtante, on va dire ça comme ça, que les loyers sont soumis ensuite au contrôle de l'État pendant une période de 3 ans, voire 5 si c'est des transformations lourdes. Alors, est-ce que l'État va considérer qu'une isolation de façade, c'est des travaux lourds? Je parierais que oui. Okay, vous allez voir que dans mon immeuble, j'ai plutôt considéré 3. Dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai mis 3. Mais finalement, on se rend assez vite compte que ce blocage va péjorer la valeur de l'immeuble, c'est certain. On va pouvoir le voir de manière assez significative tout à l'heure. Et on a cette règle, là aussi, il faut la lire, et je peux vous dire qu'il faut presque prendre une aspirine avant d'en prendre connaissance, qui dit que lorsque le loyer avant travaux est supérieur au plafond des LTR, on ne peut pas dépasser la baisse prévisible, mais on peut rajouter effectivement les 10 francs par mois évoqués tout à l'heure, 120 francs la pièce par an, donc cette contribution qui ne peut être ajoutée que si le coût des travaux liés aux améliorations énergétiques n'est pas entièrement compensé par la baisse prévisible des charges. Donc il faut faire un calcul de savoir combien je paye d'eau chaude chauffage, combien je pense en payer après, faire le différentiel et éventuellement répercuter une partie. Et lorsque le loyer avant travaux est inférieur au plafond de la LDTR, donc les 3 528 francs,
on pourra atteindre ce plafond et ensuite rajouter, si on veut, encore, et si on peut, surtout, cette baisse prévisible des charges. C'est assez compliqué. L'État de Genève, par contre, met à disposition, je pense que vous le savez tous, un formulaire très très intéressant qui est le formulaire D13, qui permet de calculer en fonction de la nature des travaux que vous souhaitez faire, énergétiques ou pas, du montant que vous allez investir. Ça vous calcule automatiquement la hausse de loyer que vous pouvez pratiquer et ça vous donne déjà une idée de la sauce à laquelle vous allez être mangé finalement en termes de blocage de loyer. Et là, on arrive un petit peu au nerf de la guerre. Vous allez me dire, c'est très bien d'avoir vu tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en matière de valeur? Je relève encore, juste pour information, parce que ça intervient dans le calcul, que l'État de Genève effectivement a débloqué pas mal d'argent, 35 millions ont été invoqués ce matin à titre de subvention. Vaud fait plus fort, c'était 120 millions, je crois. Vous savez, ce petit canton au bord du lac de Genève, il fait 3 fois plus que vous, 4 fois plus que vous. Okay. Donc on va financer les diagnostics énergétiques, on va financer aussi l'amélioration de l'enveloppe thermique, l'installation solaire, etc. Vous en avez la liste ici. Et là aussi, ce formulaire D13 vous permet de savoir combien vous allez pouvoir obtenir. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dû calculer les subventions à la main, c'était un petit peu fastidieux. Donc voilà. Voilà, je prends un cas tout simple. J'en ai pris un. Je fais un tout petit disclaimer quand même, parce que je veux dire, tous les immeubles sont différents. Okay, on a plusieurs scénarios possibles. J'ai pris là un immeuble qui est tiré de manière tout à fait anonymisée d'un institutionnel. C'est un immeuble très standard, très lambda, on voit bien, années 60, énergie fossile, quelque chose d'assez courant, tel qu'on peut le voir de manière très très régulière à Genève. Il est situé dans le canton de Genève. Le scénario, il est le suivant. C'est un immeuble, il est en classe E. Donc on est dans le cas d'une mini passoire énergétique quand même. C'est un petit peu décalé les lignes, ce n'est pas très grave. Donc j'ai ici, en classe E, j'ai 620 mégajoules de mètre carré l'an, donc on voit que c'est relativement mauvais en matière de façade, on l'a vu tout à l'heure, c'est du béton, etc. J'ai un immeuble très standard, composé de 17 appartements, 88 pièces, 1669 mètres carrés de surface habitable, et j'admets, un petit peu par raccourci, que ça correspond à la surface de référence énergétique. J'ai un revenu locatif d'un peu plus de 300 000 francs, et je suis au-dessus du loyer qui correspond aux besoins prépondérants de la population. Donc on va voir l'impact que ça va avoir. Et j'ai prévu dans ma planification, et c'est celle qu'ont fait les gestionnaires de ce portefeuille, on va isoler les façades, on va isoler le sous-sol, on va isoler la toiture, on va remplacer les fenêtres en vitrage isolant par des vitrages triples, on va améliorer la qualité du locataire, on va isoler la toiture, ça coûte 550 000 francs, et j'ai 150 000 francs de fenêtres aussi que je vais remplacer. Là, je vais faire un scénario avant-après. Je veux dire, si ces rénovations énergétiques n'étaient pas demandées, combien on arrive si elles sont demandées. Donc, dans le scénario avant, je vais seulement prendre le remplacement des fenêtres, parce que tout ce qui est isolation de toiture, sous-sol, etc., ce n'est pas nécessaire. En 2029, je remplace la production de chauffage par une pompe à chaleur, ça va me coûter 250 000 francs. Je pose des panneaux photovoltaïques qui vont alimenter la PAC et une partie de l'électricité des ménages, 200 000 francs. Et donc, dans le scénario avant, la production de chauffage reste au mazout, je investis juste 100 000 francs dans une nouvelle chaudière, et la pose de panneaux qui n'est pas effectuée parce qu'elle n'est pas souhaitée non plus. Alors, un petit peu barbare ce tableau, mais c'est le calcul. Donc, vous retrouvez, ça c'est avant, situation avant. J'ai juste mes rénovations en fenêtres. Ici, j'ai remplacement de la production de chaleur. Je vous passe un peu les chiffres. Je peux augmenter ce que m'autorise ce formulaire de 13. Donc, je fais 150 000 francs de travaux de façade. Puis ensuite, bloquer. OK, 3 ans. J'étais gentil, j'aurais peut-être pu ou dû mettre 5. Ensuite, je remplace la production de chaleur. Loyer, je peux le monter, mais ensuite, bloquer. OK. Une chose, ça c'est une réalité économique. Valeur de l'immeuble, 6 910 francs. J'avance. Après. Donc là, je suis forcé de faire des rénovations de façade, 700 000 francs. Je décide de poser des panneaux solaires ici et de remplacer aussi les fenêtres. Même chose. Alors là, j'ai intégré des subventions, parce que je peux toucher des subventions de la part de l'État de Genève, merci, ce qui représente à peu près 150 000 francs. J'ai droit à une hausse aussi, qui m'est donnée par ce fameux tableur D13. Et là, ce n'est pas un effet de style, j'ai aussi dû me frotter les yeux un petit peu.
Hein, je fais avant-arrière, je ne sais pas si c'est un truc arrière. Vous voyez la valeur de l'immeuble, 6 910, 6 910. Kiff, kiff. J'en ai bras un peu qui sont tombés. Au moins, on ne me dira pas que j'ai voulu aller dans un sens ou dans l'autre. Je suis plutôt neutre. On peut se dire que c'est plutôt, dans un premier temps, on peut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Okay, on dit la valeur des immeubles, elle tient. Okay, alors ça, c'est un fait. La valeur de l'immeuble, elle n'est pas impactée par ces travaux, du moins pas négativement, parce qu'on aurait pu penser aussi que la valeur aurait pu chuter. Par contre, là où c'est un tout petit peu plus gênant, c'est que effectivement, en termes de rentabilité pour le propriétaire, lui, il a dû mettre environ, entre la première solution et la deuxième, l'un moins l'autre, il a mis 750 000 francs, qu'il n'a pas rentabilisé, parce que la valeur d'immeuble, elle n'a pas augmenté, mais il a dû mettre 700 000 francs de plus. D'accord ? Alors oui, la rentabilité des immeubles, elle est un peu moindre, mais je vais un tout petit peu tempérer quand même ça. J'ai pris un cas Genevois, alors je crois qu'on a déjà pas mal tapé dessus aujourd'hui, mais je vais en mettre une petite couche et je pense que vous allez me pardonner un peu cette digression. Donc oui, la valeur vénale avant-après des travaux énergétiques, elles sont identiques, mais si la LDTR n'existait pas, je suis dans un monde idéal, là. Bisounours, vous n'êtes pas à Genève, vous êtes en Valais. Voilà. Là, ce sera encore un tout petit peu différent, mais on ne va pas en parler. Okay. Qu'est-ce qui se passerait en reprenant exactement les mêmes chiffres et en me limitant au droit du bail, sans toucher de subventions, sans blocage, etc. Et là, mon immeuble, vous voyez qu'il était plutôt au milieu plutôt à 7,5 millions, okay, avec la différence qu'on a vue tout à l'heure à 6,9 millions, etc. Là, je commence à être flat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, on doit vivre avec la LDTR. C'est quelque chose, ma foi, qui va être difficile de bouger. Je ne sais pas, on aurait peut-être pu imaginer une modification de la LDTR pour ces travaux énergétiques. Ça aurait été parfaitement possible. Évidemment que les milieux locataires en auraient fait leur cas. Mais bon, la réalité, elle est quand même là. C'est que la LDTR, je rejoins, on discutait avec M. Grandjean en début de matinée. Il me dit je vais dire quelque chose de différent de vous parce que moi, ça amène de la valeur. Je dis ça n'amène pas vraiment de valeur. Alors je dirais que dans un cas genevois, ça n'amène pas de valeur. Par contre, dans un sens plus large, si on n'était pas soumis à cette LDTR, oui, on crée de la valeur. D'accord ? Ce sera le sujet ce sera la conclusion de cette partie me concernant. Il me reste 30 secondes, juste le temps de vous remercier de votre attention. Merci beaucoup.